Le premier problème, ce sera de désapprendre comment on voit le monde. Parce que ce que l'autre voit, c'est pas ce que je vois. Et au niveau des réalités biologiques, on a vu que les hommes et les femmes, en plus de l'apprentissage, il y a quand même des différences déjà de perception. Donc il faudrait qu'elle se rappelle et qu'elle mette en pratique que quand il dit un truc, mon interprétation, c'est pas la scène. Et comment savoir que c'est pas la scène? On demande. On s'est tous déjà demandé au moins une fois qu'est-ce que les hommes veulent? Comment comprendre la psychologie masculine? Eh bien aujourd'hui, on répond à ces questions dans ce thème épisode sur Alerte Info News. Bonjour et bienvenue à vous. Pour ce nouveau podcast, je suis en compagnie de quelqu'un qui n'est presque plus à présenter, tant il a accepté les invitations pour venir distiller son savoir-faire gratuitement, il faut le préciser. Alors je suis avec Monsieur Kwasi Emissati. Bienvenue encore une fois sur nos plateaux, dans nos locaux. Alors, que dois-je dire? Encore merci. Et c'est encore de nouveau un plaisir pour moi de distiller gratuitement la connaissance que j'ai acquise. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, mais vraiment, il faut attaquer le mal à la racine. Qu'est-ce que les hommes veulent? Les hommes sont des êtres humains, donc je tiens à préciser, tout comme des êtres humains, ils cherchent d'abord à préserver leur vie. Mais indépendamment de préserver la vie, on vit dans une société et chacun de nous a une configuration. Donc on dit un homme, c'est carrément une classe sociale aussi qui est occupée et qui investit d'une certaine manière. Alors on a quand même des rôles de gens qui sont dévolus aux hommes. On attend qu'ils soient des protecteurs, des pères de famille, de bons amants. Et certains hommes ont adopté ces rôles, mais d'autres non. Vu que ce sont des rôles, ils n'ont aucune obligation de jouer ces rôles-là. Et il y a certains qui revendiquent leur identité. On peut parfois trouver des besoins communs entre les hommes et qu'on peut retracer. C'est déjà la paix, un sentiment de sécurité. Et on observe aussi que beaucoup d'hommes sont très vulnérables émotionnellement. Donc c'est surtout d'avoir des confidents émotionnels où ils pourront partager leurs émotions sans être regardés comme étant faibles. Alors, quels sont les défis relationnels qu'on rencontre fréquemment quand on veut comprendre un homme ou la psychologie masculine? Alors, des défis relationnels quand on veut comprendre un homme. Les premiers éléments sont que bien évidemment, sont des éléments qui sont dus à l'éducation en particulier parce que c'est des choses qui ont été apprises. Donc ça veut dire qu'on peut désapprendre. Par contre, ce qu'on observe qui est déjà là, c'est qu'un des éléments, les hommes ne parlent pas de ce qui est dit ou qui parlent très peu d'émotions, de sentiments. Parce que ce sont des sujets qui sont tabous dans la communauté masculine et donc ils évitent de parler de souffrance et on remarque qu'ils consultent moins des professionnels de santé mentale. Alors que le taux de suicide chez les hommes est 3 fois plus élevé de façon générale. 3 à 4 fois. Je crois qu'on a 3,6, 3,9. Et c'est l'un des éléments, ils ne parlent pas beaucoup. En termes de contact physique, on a trouvé que les hommes ont moins de contact physique que les femmes. En termes de solitude, beaucoup plus. Mais ça, ces éléments-là, je pense qu'on peut les lier au fait qu'ils ne parlent pas généralement. Et donc on a l'image de l'homme qui est un être reculé, qui est dans sa bulle et qui est un griffe invincible, alors que c'est totalement faux. Comme je le disais au départ, c'est un être humain. Comme un être humain, ça a besoin d'être aimé, ça a besoin d'être protégé, ça a besoin d'attention, ça a besoin de sécurité, ça a besoin de relations saines. Parfois, on se rend compte qu'on les diagnostique moins bien que des femmes sur certaines maladies, notamment la dépression. Et il y a donc une possibilité qu'il y ait une grande souffrance qui soit là. Et aussi du fait que le climat social qui semble favorable aux hommes, mais en vrai n'est pas tellement favorable parce que là on pose une image qui n'est pas une image d'un être humain. Mais du coup, justement, comment est-ce qu'on arrive à passer au travers de ce masque qu'ils ont? Alors, le masque en lui-même n'est pas tant à forcément retirer. Parce que c'est ce qu'on appelle le faux self. Le faux self, c'est une organisation de l'identité qui nous permet d'être protégés. Parce qu'on se dit, si j'exprime mon vrai moi, il risque d'être attaqué. Donc comment faire pour que je puisse permettre à mon vrai moi de s'exprimer?
sans que ce faux self-là ne devienne une personnalité d'emprunt. Parce que le problème du faux self, c'est que s'il reste trop à l'avant, on finit par oublier qui on est. Et à la question de qu'est-ce que tu ressens, c'est je ne sais pas. Donc, pour pouvoir passer ce masque-là, il va falloir du temps. Surtout, ça va dépendre d'où ils ont grandi. Dans des familles, on ne permet pas aux hommes de parler. On leur dit, tu n'es pas censé évoquer tes émotions, tu es censé toujours prendre sur toi. Peu importe le conflit, vous allez voir qu'ils auront tendance à dire, je suis responsable. Alors que le monde ne tourne pas autour d'eux. Il y a 3 cercles de responsabilité. Il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui dépend moins de moi, et il y a ce qui ne dépend pas du tout de moi. Mais le simple fait qu'on dise à quelqu'un, les choses sont sur tes épaules, la personne risque, bien tout le temps, la personne risque de se dire, dans ses représentations du monde, s'il y a un truc, c'est à moi de gérer. Donc c'est déjà de leur permettre de poser une partie de la responsabilité, de faire 50-50 émotionnellement parlant. De se dire que, d'accord, je comprends que vous êtes un homme, mais tu es un homme, et qu'il y a des responsabilités que tu dois assumer, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de ça, 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 ça? Effectivement, il ne faudra pas parler, mais justement, il faudra lui apprendre cet aspect-là. Je comprends. Mais du coup, nous constatons que justement, il y a certains hommes qui ne veulent même pas, en fait. Ils ne comprennent pas forcément qu'ils ont certaines difficultés, enfin. Ils ne prennent pas ça comme un problème pour eux. Et ils se disent, bon, je suis un homme, j'encaisse. Effectivement, comme vous l'avez dit, je n'ai pas besoin qu'une dame ou que quelqu'un même, en fait, soit là pour moi. Ils refusent carrément tout ce qui est aide psychologique, émotionnelle, etc. Mais avec ce type de personnes, comment est-ce qu'on fait? Alors, 2 cas. Si la personne pense que ce n'est pas un problème, nous, psychologie, on dit, on laisse. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas, sauf dans certains types de souffrances où on a l'obligation de prendre une personne comme son gré, c'est-à-dire les souffrances psychotiques, parce que la personne n'est plus consciente de la réalité. Maintenant, dans le cas où la personne est consciente de la réalité et qu'elle dit que ce n'est pas un problème, il n'y a rien à faire. Et on aime bien dire chez nous que le problème appartient à la personne pour qui c'est un problème. Donc par exemple, je trouve que mon homme n'exprime pas ses émotions, c'est un problème. En vrai, c'est mon problème de passer pour passer dessus. Maintenant, comment passer dessus, ça va dépendre de comment je pense qu'il n'exprime pas ses émotions et qu'est-ce que j'attends. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'expriment pas, mais ça peut être dans la personnalité même de l'individu d'être comme ça. Donc ça peut être un gros effort de lui demander et pour lui donner ces informations-là, c'est déjà beaucoup. Donc il y a toujours besoin de valider par exemple les petites expressions. Maintenant, pour ne pas qu'on arrive à cette partie-là, justement, pour ne pas qu'on arrive à cette partie-là, ça commence dès le départ. Ça va commencer par une grande série de validation émotionnelle, très grande série, et d'encouragement. Passer à 2 types. Déjà, soit je fais un renforcement positif, ça veut dire que quand la personne fait un comportement, elle a une réponse qui lui donne envie de continuer le comportement, ou il y a un renforcement négatif. La personne fait un comportement, ma réponse lui donne envie de ne pas poursuivre le comportement. Parce qu'en vrai, il y a une douleur à être invalidé émotionnellement. C'est ce qu'on appelle le déni émotionnel. C'est une forme de violence psychologique de ne pas valider les émotions de quelqu'un quand il est en train de les exprimer. Et donc, pour ne pas souffrir justement de cette violence psychologique-là, on peut faire tout fermer. Qui a dit que si la personne a fait une fois, elle ne peut pas faire 2 fois? Donc, en vrai, il y a un traumatisme quelque part qui est là. Il faudrait désengorger. Et donc, s'il y a cet élément traumatique-là, le travail, normalement, c'est plus à votre niveau. C'est au travail de la personne, elle est censée se faire accompagner. Par contre, s'il n'y a pas cet élément traumatique, il faut rassurer la personne pour lui dire, on va en parler. Donc, quand on arrive à quelqu'un qui dit que ce n'est pas un problème, c'est vraiment les 2 cas. Soit la personne le pense réellement et c'est dans son quotidien, soit pour la personne, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de souffrir. Ce n'est pas parce qu'on ne se rend pas compte qu'on souffre qu'on ne souffre pas. La personne peut se demander, mais j'arrive pas, je ne comprends pas mes émotions. Parce que les gens ne vont pas vous dire que je suis triste vu que c'est pas une émotion validée. Je ne comprends pas mes émotions, j'arrive pas à entretenir des relations avec les gens. Des trucs qui sont pratiques et auxquels on pourrait dire, mais et c'est ci, et c'est ça. Non, c'est que la personne a un problème au niveau de son vécu émotionnel ou relationnel qu'il faut travailler. Mais c'est le problème que la personne n'arrive pas à identifier. Et la personne, vu qu'elle ne sait pas comment identifier, donc l'homme en question, il a besoin de quelqu'un pour lui montrer. C'est comme qu'on apprend à quelqu'un à écrire. Ne fais pas ça comme ça, ne fais pas ça, écris sur telle ligne, écris avec telle main. Il faudrait guider. Mais guider est différent de, on va dire, imposer justement. Donc on oriente la personne. Est-ce que par exemple, quand tu sens des palpitations, tu ne penses pas que c'est de la peur? Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont peur de leurs émotions.
Donc il y a des gens qui ont peur d'avoir peur, il y a des gens qui ont peur d'être tristes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si j'ai peur, je suis plutôt puissant. Si je suis triste, ça veut dire que je suis vulnérable, on peut me faire du mal. Par contre, il y a des émotions qui sont positivement acceptées chez les hommes, comme la colère. Si je suis en colère, ça veut dire que je peux justement me révolter. Mais vous savez que parfois, des expressions de tristesse, c'est de la colère. Derrière certaines colères, il y a de la tristesse. Donc on peut pouvoir désengorger ça aussi. Ou bien vous allez voir qu'il y a le frottement de griffe, les gens en ont toujours envie. Il y a une hypersexualisation masculine qui existe aussi. Du fait qu'on se dit justement qu'ils en ont toujours envie, donc qu'ils intègrent cet élément-là. Par exemple, processus qui dit, ça c'est socialement validé, j'ai ça, j'ai la colère. Donc je peux exprimer ça beaucoup plus facilement. Donc vous allez voir qu'au lieu de dire par exemple qu'il ressent de l'attraction pour une fille, ils mettent ça en termes d'attirance sexuelle directement. Donc la personnalité de la personne est mise de côté. Parce que si je dis que je m'intéresse à sa personnalité, ça fait bizarre. Et il y a ce qu'ils disent devant les gens et il y a ce qu'ils disent derrière les gens. Donc devant les gens, ça pourrait être le gros bras, mais derrière, c'est un petit bébé. La petite princesse, quoi. Justement. Et donc, je pense qu'il mérite un couronne. C'est bien noté. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de les guider au lieu de leur imposer des choses. Est-ce qu'une femme qui est en relation, je vais prendre ce cadre-là, c'est plus facile, je pense, qui est en relation avec un homme, est-ce qu'elle est légitime pour l'aider, en fait, pour le guider à comprendre ce qu'il vit, à accepter qui il est, etc. La légitimité en termes d'émotions, pour aider quelqu'un à comprendre ses émotions, ça peut être de n'importe qui est émotionnellement stable et qui peut recevoir. Parce que on ne parle pas de guidance, on parle de guidance. Donc, c'est-à-dire, on facilite l'expression de la personne. Donc, si la partenaire est effectivement émotionnellement stable, elle peut l'aider. Si elle comprend que ce n'est pas imposé. Donc, c'est faire des suggestions. Par exemple, la guidance émotionnelle, ce n'est pas seulement pointer les émotions pour la personne, mais c'est donner le cadre. Ça, c'est un premier élément. Après qu'on a donné le cadre, c'est recevoir l'émotion, donc l'entendre. La personne dit, je suis triste. Tu peux être triste. Et il ne faut pas forcer la personne à parler aussi. C'est des éléments. Donc la légitimité, c'est vrai qu'on dit écouter, mais ce n'est pas tout le monde qui peut écouter. Parce qu'avant d'écouter, écouter, ce n'est pas juste dire à quelqu'un, ou bien c'est pas pal. C'est faire des relances. C'est transformer ce que la personne a dit. Lui faire savoir des parties d'elle qu'on a reçues, qu'elle n'a pas reçues. Parce qu'il y a des choses qu'on sait de nous, mais qu'on ne sait pas que les autres savent. Il y a des choses qu'on ne sait pas de nous, que les autres voient, qui peuvent nous dire. Donc justement, on profite de ça. Et pour quelqu'un qui n'a jamais eu ça, et qui l'a, c'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle ou relationnelle corrective. C'est-à-dire qu'un élément qui ne passait pas bien chez moi, je pensais que j'allais jamais le vivre correctement, et j'ai vécu ça avec quelqu'un, donc j'apprends la réponse. C'est un apprentissage. Donc elle est totalement légitime tant qu'elle est émotionnellement stable et dispose des capacités nécessaires pour ça. Maintenant, ça c'est une petite discrétion. À quel moment la femme sait qu'elle est émotionnellement stable, en fait, et légitime pour aider un homme? Quand on sait que les femmes, non pas pour stéréotyper, mais généralement, on a beaucoup de problèmes émotionnels, peut-être dus aux hormones, etc. C'est souvent même difficile de nous comprendre nous-mêmes. Et essayer de comprendre un homme qui lui-même, quelque part, ne se comprend pas aussi. D'accord, alors je reviens sur certains points très importants. Les fameuses hormones, je reprends, on est des êtres humains. C'est vrai que les hormones jouent un rôle, mais les hormones jouent le rôle qu'on va bien leur attribuer, parce que l'hormone ne déclenche pas ça, tac, comme ça. Donc il y a tout un cercle qui va se mettre pour renforcer une réponse. Et effectivement, en termes de, j'ai dit qu'au départ, c'est des choses qui sont apprises. En vrai, c'est pas que les femmes ont beaucoup plus de problèmes émotionnels, c'est qu'il y a beaucoup plus d'expressions émotionnelles. Ça, d'abord, dès l'enfance. Donc, on va grandir, on rentre dans l'adolescence et l'âge adulte. On remarque que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux éléments négatifs. Donc, elles sont beaucoup plus sensibles à ressentir des émotions négatives. Là où chez les hommes, on a tendance à beaucoup moins ressentir justement. Parce qu'il y a une surproduction de cortisol, d'hormones qui calment. Donc, ils sont beaucoup plus calmes en apparence. Mais les femmes gèrent beaucoup mieux. Parce que justement, elles sont appris à exprimer. Que tu as dit ça, voici ce que je comprends. On reste dans le poli, l'honnête, le bienveillant, on parle au je. Voici ce que je comprends. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? On lui redonne la parole. Voilà. Parce qu'on se rend compte que quand on désamorce certaines situations,
généralement dans les conflits, c'est que les deux personnes parlent souvent pas des mêmes choses. Donc c'est comment les amener à parler des mêmes choses. Et quand on parle des mêmes choses, on trouve un compromis, ou bien on abandonne. Ou bien on laisse une personne faire quelque chose. C'est un peu ça. Donc on a trois formes. On aura le compromis, on renonce à la situation pour nous deux, ou bien on fait une concession, donc je te laisse, tu peux faire ça. C'est vrai que ça me fait mal. Et voilà. Alors, on arrive vraiment au terme de cette émission. Une dernière question pour la route. Dites-nous, pour les hommes, quelles sont les astuces à leur donner pour qu'ils puissent mieux se connaître, mieux se comprendre et faciliter justement, on va dire, le reflet en fait sur les personnes qui leur entourent? Ok. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'astuce masculine particulière, mais on a une astuce générale qui peuvent adapter. C'est la question du qui suis-je. Quelle question on va comprendre? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quel genre de personne je suis? Quel genre d'amis j'ai? Quel genre de personne je veux bien voir à côté de moi? Donc c'est des questions de projection, des questions sur des choses qui sont déjà passées. Et pour le cas où c'est pas facile de mettre le mot sur une émotion, il est possible de regarder une action et de poser un jugement dessus. De se dire, voici telle action, voilà ce que j'aimerais tirer de ça. Et ça aide. Et aussi, après avoir fait le qui suis-je, on peut demander l'avis des autres. Quand je ressemble à quoi selon toi? Quels sont les éléments sur moi qui peuvent m'aider à m'identifier? Est-ce que j'ai des points particuliers? Et enfin, quand on a fini de demander aux autres, donc on s'est demandé à soi-même, on essaie de voir quel genre de personne on veut devenir, parce qu'une grande partie de ce qu'on est influencé par ce qu'on veut être et par ce qu'on a été. Parce que le présent, c'est un blocage au milieu. Donc quand on a fait le retour sur le passé, il faut faire un retour vers le futur pour voir qu'est-ce qui pourra se passer et on essaie d'orienter selon ça. Parce qu'on construit la personne qu'on veut être à partir de ce qu'on a vécu. Très bien. Alors, je pense que tout est dit. Il faudra donc avoir une bonne écoute pour comprendre ce que les hommes pensent, ce que les hommes veulent, mais surtout ce qu'ils ne disent pas. Je rappelle que le sujet du jour, c'était qu'est-ce que les hommes veulent, comprendre la psychologie masculine. Merci d'être toujours avec nous sur notre chaîne YouTube, peu importe où vous nous regardez ou nous suivez. Merci beaucoup du fond de cœur pour votre engagement à nos côtés. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et d'en faire bon usage surtout. Merci et à bientôt.